nos jeunes ont peut-être délaissé la télé. En fait, ils ne ont pas délaissé, ils n'ont jamais été à la télé, mais ils veulent du contenu. C'est comme si les plus vieux ont beaucoup associé, ils sont pas à la télé, donc il n'y a rien qui les intéresse. Ça a été une épopée dans notre vie. Tu sais, je veux dire, un parti politique, ça prend des sous, on n'en avait pas. Ça prend du monde, il fallait aller les chercher. Écoute, c'est sur la place publique, tu te fais rentrer dedans. Puis on le sait, par exemple, en affaires, il faut être audacieux. Donc, Marie-Claude Barrette, bienvenue sur Startup, le podcast. Marie-Claude, on a eu de la difficulté à mettre des mots sur la femme que tu étais tellement il y avait de choses à dire, d'éléments clés dans ta carrière qui pouvaient te mettre dans une catégorie, mais finalement, je pense qu'on ne peut pas te mettre dans une catégorie. Yes. Donc, peux-tu nous décrire ton quotidien en ce moment ou comment tu te sens présentement dans ta carrière? Bien d'abord, bonjour les filles. Je suis vraiment contente d'être là. J'adore ne pas être dans une case. J'ai jamais voulu ça de ma vie. Moi, je suis une touche à tout. Et là, il y a des phases dans la vie. Tu sais, j'ai eu une longue phase maman. Je travaillais, mais ce qui dominait, c'était être maman. Puis après ça, ben là, les enfants sont grands. Maintenant, je suis devenue comme une femme accompli, j'ai envie de dire, assumé, avec un agenda qui m'appartient et non un agenda qui appartient au reste de la famille. Et je me suis partie en affaires comme productrice. J'ai un partenaire qui est quand même le patron de Attraction, qui est une maison de production super importante au Québec, maintenant au Canada. Et je suis associée avec lui dans Humano, dans ma boîte de production. Mais c'est moi la présidente, c'est moi qui prends les décisions. Mais c'est un partenaire d'affaires quand même super important au niveau des conseils. Et donc, présentement, je suis allée il n'y a pas longtemps à une journée pour les femmes leaders. On m'a demandé d'aller là. On m'a fait une longue entrevue. Puis je me sentais bien avec les femmes leaders. Oh, wow. Je me sentais bien avec ces femmes-là qui dirigent des entreprises ou encore qui sont des cadres supérieurs dans des grandes boîtes. Et je les entendais dans leurs préoccupations, dans leurs questionnements aussi en tant que femme dans un milieu où tu fréquentes les hautes sphères décisionnelles. Je me reconnaissais, j'avais envie de leur parler et je sais pas si ça leur a été ça il y a 10 ans, par exemple. Parce qu'en télé, on gère pas d'argent, on gère des thèmes, des sujets, mais là, d'arriver à regarder des états financiers, à prendre des décisions, je pense que je reviens à mes origines qui sont quand même être gestionnaire et j'aime ça. Je suis sortie de cette journée-là emballée et en me disant, OK, je retrouve, j'étais sur mon X, mais j'ai changé de X. Je suis rendue ailleurs. Donc, je suis très confortable maintenant en me disant entrepreneur. Wow, j'adore. C'est pour ça que tu es ici. C'est génial. Puis là, veux-tu nous ramener un peu justement dans le passé? Tu sais, là, il y a la politique, tu viens de le dire, gestionnaire. Ça a commencé où, cette histoire-là? Ça fait longtemps parce que moi, rapidement dans ma vie, je ne me reconnaissais pas. Tu sais, j'ai déménagé 14 fois au primaire, 5 fois au secondaire. J'ai fait 2 cégeps, j'ai fait 2 universités. Mes parents avaient la bougeotte, puis ça m'a donné aussi cette bougeotte-là. Sauf que ça fait que tes amis, tu sais, j'ai quand même des amis que je m'étais fait en première année que je vois encore, mais t'es moins solide quand t'es toujours déraciné. Et je me retrouvais moins dans les jeunes. Tu sais, puis moi, les garçons, ça m'a intéressé plus tard. Tu sais, je me disais, mais qui suis-je? J'aime pas tant le volleyball, je joue au volleyball, mais tu sais, et c'est vraiment Jeannette Bertrand qui m'a fait comprendre que moi, ce que j'aimais, c'était l'humain. On avait le droit d'avoir cette passion-là. Et tu sais, moi, j'aimais m'asseoir avec ma mère puis ses amis, là, pour écouter ce qu'elles avaient à dire plus qu'avec mes amis. Ça fait que déjà, je me disais, suis-je normale? Mais oui. Et je lisais. Là, je me suis mis à lire. Et à un moment donné, je disais, hey, si je continue à lire de même, je ferais rien de ma vie. Tu sais, c'est bien beau lire la vie des autres, mais il faut aussi écrire le livre de sa vie. Et en écoutant Jeannette, on dirait que ça m'a donné un coup de pied au derrière. Genre, OK, il faut que je me mette à l'action. Ouais. Si j'aime l'humain, il faut que je sois en relation davantage avec des humains. Et c'est ce qui m'a amené à la politique. C'est un de mes amis, j'habitais à Sherbrooke à l'époque, et un de mes amis disait, hey, samedi prochain, moi, je suis membre du Parti libéral du Québec et j'ai des cartes de membres à aller porter à des gens qui ont acheté. Donc, faut que j'aille livrer les cartes de membres. On va chez les gens. Ça te tente-tu de m'accompagner? Bien, certain. Je n'étais pas du tout politisée. Mes parents l'ont jamais été. Donc, on rentrait chez les gens. Ben, venez prendre un café, un verre d'eau, un verre de jus, peu importe. Puis, je disais, mais c'est donc bien beau, cette communauté-là. Tu sais, ils me connaissaient pas, puis tout le monde était gentil, puis ils parlaient de
d'actualité. Moi, je suis là, wow, OK, c'est important d'être imbriqué dans sa collectivité, dans sa communauté. Et ce garçon-là, qui s'appelait Martin, m'a aussi proposé d'aller au premier congrès jeunes que j'ai fait chez les jeunes libéraux. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Là, d'être avec des jeunes de partout au Québec, ça me ressemblait parce que j'ai habité partout au Québec. Et ces jeunes-là s'impliquaient socialement, voulaient changer le monde, changer les choses. Et ça a été une révélation dans ma vie. C'était en 1986. J'avais 16 ans quand ça s'est passé. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai vendu les cartes de membre à 15 ans, mais à 16 ans, j'ai compris c'était quoi être un jeune en politique. Et à partir de ça, ben j'en ai toujours fait jusqu'à mes 40 ans, où là, on a fait un choix, Mario a fait le choix de quitter la vie politique, puis on l'a quitté. Ça a été un gros décalage dans notre vie, parce que la politique, il faut comprendre que c'est la trame de fond de ta vie. Quand tu deviens une militante ou un militant en politique, tu as des événements, des activités, des rencontres, tu suis l'actualité, tu te positionnes, tu as toujours quelque chose. Et donc, tu fais d'autres choses, mais ça, on dirait dès qu'il y a un événement, tu te retrouves. C'est une famille, la politique. Wow. Puis vous avez fondé un parti politique quand même à ce moment-là. C'était quoi le but avec ce geste? Ben c'est que nous, on était chez les libéraux, puis à un moment donné, on était en désaccord parce qu'on considérait que le Parti libéral ne suivait pas ses écrits. On s'est fait mettre à la porte par le premier ministre du Québec un soir. Les 4 jeunes, on nous a demandé de quitter le Parti libéral du Québec parce qu'on avait quand même, pendant un référendum, on avait fait le réseau des libéraux pour le non, donc on se dissociait des libéraux qui étaient pour le oui à ce référendum-là. Et finalement, nous avons gagné, mais on n'a pas gagné sur toute la ligne. Et donc, on a dû quitter à ce moment-là. Et il y a eu un mouvement de réflexion après notre départ où des gens, des sages, là, qu'on appelle des gens de différents secteurs de la société qui se sont penchés avec nous pour dire, OK, qu'est-ce que ça prend au Québec? Puis nous, on s'est dit, on se reconnaît pas dans le Parti québécois, on retournera jamais, pas chez les libéraux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on était tous des militants d'âge différents. On n'était pas juste des jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, M. Jean Allaire, qui avait écrit le rapport Allaire, et c'est ce rapport-là qui avait été mis de côté, puis c'est ça qu'on contestait. Donc, on a décidé de fonder un parti politique. On l'a fait dans notre appartement sur la rue Saint-Denis à Montréal où il y avait plein de gens et on a parti ça, je dirais, de façon passionnée et candide, parce que ça prend de la passion et un peu de candeur parce que c'est des grosses responsabilités, c'est des grosses chaussures à chausser et c'est M. Jean Allaire qui était à l'époque chef du parti, qui était chef de la DQ, l'Action démocratique du Québec, et il a dû quitter pour des raisons de santé la chefferie et à ce moment-là, Mario l'est devenu. Donc nous, on devait partir à Londres étudier, poursuivre nos études. Mario était accepté au London School of Economics. Ça avait été choisi parmi je pense que c'était comme les 10 meilleurs à travers le monde. Et finalement, Mario, un soir, est arrivé et dit, ouais, ben finalement, c'est moi qui est chef par intérim. Donc, on a tiré sur la plug de ce grand projet qu'on n'aura jamais repris au cours de notre vie, malheureusement. Donc, on a fondé la DQ, puis ça a été une épopée dans notre vie. Tu sais, je veux dire, un parti politique, ça prend des sous, on n'en avait pas, ça prend du monde, il fallait aller les chercher. Écoute, c'est sur la place publique, tu te fais rentrer dedans, c'était la 3e voie, c'est-tu sérieux, c'est pas sérieux? Et Mario, du haut de, je pense qu'il avait 22 ou 23 ans, là, quand il est devenu chef, il y a eu une élection dans Rivière-du-Loup, une élection partielle. On est parti toute la gang là-bas et Mario a été élu parce que l'élection partielle est rentrée dans l'élection générale. Donc, on a fait campagne plus longtemps et ça a été le premier député élu de l'Action démocratique du Québec et tout s'est enclenché, tu sais, il est devenu député de Rivière-du-Loup. Moi, je travaillais à Montréal, j'étais aux études, j'étais allée recommencer un bac, j'ai fait un bac en économie, j'ai recommencé un bac en psychologie à l'Université Laval. Finalement, je suis tombée enceinte. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. Mais ce qui fait notre distinction, c'est notre accompagnement personnalisé. Dans le but de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol allie financement, accompagnement et services complémentaires. Aujourd'hui, on prend un nouvel élan. Evol, financer le changement.
c'est l'histoire de ma vie, là. Tu sais, des fois, je voulais pas d'enfant, je tombe enceinte. On l'a gardé. Mario était tellement heureux. Ben là, une fois que j'en ai une, je savais pas que c'était une fille, mais une fois que j'ai un enfant, je le garde. Et on est parti vivre à Rivière-du-Loup parce qu'il était, mais moi, je connaissais personne, là. J'ai complètement déraciné une fois de plus mais je me disais, si t'es élu à Rivière-du-Loup, faut aller vivre à Rivière-du-Loup. On se posera pas de questions. Et finalement, on a racheté la maison de ses parents, la terre agricole. Je me suis ramassée toute seule dans le fond d'un rang longtemps parce que Mario était pas là la semaine. Tu sais, tout ce que je voulais pas m'est arrivé dans ma vie. Tu sais, je voulais pas d'enfants, je voulais pas me marier. Puis moi, je pensais, tu sais, faire le tour du monde. Finalement, j'étais dans le petit rendu à Kakuna avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants et mariée. J'avais ma maison, mon chien, mes chats. Tu sais, tout ce que je me disais, non, ceci n'est pas pour moi. Et je suis tellement heureuse d'avoir eu ça dans ma vie. Est-ce que tu avais cette mission politique encore là en toi, dans le fond du rang? Comment tu faisais complètement, pour... j'étais militante. Tu sais, c'est-à-dire que j'avais mon emploi, je faisais autre chose dans la vie, mais moi, j'étais une militante. J'étais responsable de la formation des équipes électorales. Wow. Donc, avec une équipe, on a fait un gros cartable, là. Tout ce qu'on doit faire pour préparer une élection, puis j'allais à la rencontre de ces gens-là, je donnais de la formation. C'est moi, j'y connaissais les membres. Quand les gens me disaient, tu as trouvé ça dur, Mario, je dis, non, vous comprenez pas. Quand Mario arrive le vendredi, moi, je veux qu'il me parle de politique, là. C'est lui qui est tanné. C'est lui, là, qui veut parler avec les enfants. Puis moi, je dis, non, mais moi, j'ai pas parlé de politique cette semaine. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là de l'ère du temps, de ce qui se passe autour de moi. Wow. C'est visiblement, il y a 1000 d'opportunités qui sont venues à toi de différentes manières, puis tu as l'air d'une personne qui aime les saisir, là, clairement. Puis là, on sait que la musique est venue dans ta vie à un certain point. Donc, cette opportunité-là, comment elle s'est présentée, puis quel rôle ça a joué dans ta vie? Bien, quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, tu sais, je savais pas trop quoi faire de moi, honnêtement. Tu sais, à Montréal, j'avais un bon emploi, tout ça. Puis là, mais à Rivière-du-Loup, j'ai complètement perdu mes repères. J'avais un enfant. J'ai arrêté mon bac en psychologie parce que là, c'était trop loin s'en aller à Québec. Moi, au début, je me disais, je vais faire l'aller-retour, mais ça, c'était avant d'y vivre. Je me disais, non, c'est pas tout à fait possible. Et là, j'ai commencé au niveau culturel au Musée du Bas-Saint-Laurent comme responsable du financement. Et là, ça a fait en sorte que j'ai connu le milieu culturel de la grande région du Bas-Saint-Laurent et j'ai découvert des gens exceptionnels, extraordinaires. On a fait des événements comme par exemple la marée aux 1000 vagues. On a mis une toile de 1000 pieds sur le bord du fleuve et on vendait les pieds. Donc, il y a 1000 personnes qui sont venues peindre un pied, qui venaient de partout. Et le premier pied, c'est Armand Vaillancourt, qui était notre porte-parole. Donc, là, il fallait financer ça. Donc, c'est comme ça que j'ai compris c'était quoi les partenariats, financer aussi les expositions itinérantes à travers le Canada. Et, mais tu sais, je faisais pas ça toute seule. J'étais vraiment entourée d'une équipe. Et après est arrivée la proposition de devenir directrice générale de l'École de musique de Rivière-du-Loup, que j'ai acceptée. Mais tu sais, c'est un organisme à but non lucratif. C'est quand même avec un conseil d'administration, c'est beaucoup de gestion. Et quand je suis arrivée, nos locaux étaient dans le sous-sol du pavillon taché du cégep de Rivière-du-Loup parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Puis il y a eu un moratoire sur le financement des écoles de musique, mais pas sur les infrastructures. Donc, l'école de musique est arrivée 1 an après le moratoire. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun budget récurrent sur le plan des opérations. C'est très difficile pour une école de musique parce qu'il y a un prix limite que tu peux charger aux parents ou aux adultes pour avoir des cours. Et les enseignants ont souvent des maîtrises ou des doctorats. Donc, il faut quand même que tu reconnaisses ça sur le plan financier, cette valeur-là. Et là, moi, j'étais dans les bureaux puis je regardais les profs. Je disais, mais ça n'a aucun sens, là. On entend, on était dans le sous-sol puis en même temps, c'était extraordinaire parce que le cégep nous prêtait, c'était une gracieuseté, là. Donc, on pouvait pas se plaindre. Mais moi, c'était comme, comment au Québec, on peut avoir des écoles de musique avec des gens qu'on forme dans nos conservatoires et on les laisse enseigner dans ce genre de local absolument mésadapté. J'étais vraiment révoltée pour les enseignants. Et en même temps, on avait 300, 400 élèves. On avait du monde dans cette école-là. Et là, j'ai commencé à regarder les possibilités. Puis là, j'ai vu que
au niveau des infrastructures, il n'y avait pas de moratoire. Ça veut dire qu'on était éligible au financement de la construction d'une école de musique. Mais tu pars de zéro, là. Comment on fait ça? Et là, j'avais un conseil d'administration extrêmement solide et des professeurs aussi extrêmement liés ensemble, qui croyaient en l'école de musique. Donc, tu sais, moi, je partais avec ma petite vallée. Je suis allée rencontrer le ministère de la Culture. Après ça, tu sais, le maire. Après ça, la SADC, la CCRD, tu sais, tous les organismes qui pouvaient nous aider. Donc, c'était toujours trouver du financement. Donc, on a fait beaucoup de campagnes de financement. Il fallait avoir 5 millions. Et le cégep nous a donné un terrain sur lequel on pouvait construire l'école de musique. Donc, après ça, il y a une firme d'ingénierie qui a fait les plans, qu'on a déposés, qu'on a proposés. Et ça a fonctionné. À force d'avoir tous les partenariats possibles. Mais tu sais, ça a pris 5 ans. Puis quand on a commencé à creuser, j'ai quitté Rivière-du-Loup. Donc j'étais pas là quand j'allais visiter l'école. Puis l'école s'appelle Alain Caron parce que c'est le bassiste du ZEB qui vient de l'Île-Verte. Et pour nous, c'était important de donner le nom d'un musicien qui avait réussi, puis même, il est connu à travers le monde, Alain. Alors, il était là à l'inauguration. Mais ça, pour moi, ça a marqué ma vie parce que c'est de partir sur un projet avec une communauté, pour une communauté, ça nous donne des ailes. Parce que c'est pas comme si je l'avais parti pour moi. Tu sais, j'aurais beaucoup moins de patience et de... Tu sais, parce que quand tu cherches des partenariats, puis tous ceux et celles qui nous écoutent vont le savoir, on t'avance d'un pas, tu recules de 2. Tu penses que ça va marcher, mais il te manque encore une condition. Faut t'ailler la lettre de quelqu'un d'autre. Faut t'ailler au conseil de ville. Puis... Mais quand ça marche, puis quand tu le fais pour les profs, et là, les profs ont leur vrai studio d'enseignement, l'école a grossi, ça permettait de faire plus de spectacles, ça permettait d'avoir un chœur de chant plus grand, d'avoir des bandes, parce que ça te prend de l'espace, et tu peux faire du bruit. Alors, c'est un grand... Pour moi, ça m'a marqué dans ma vie, et de comprendre aussi à quel point dans une communauté, il y a des ressources sous-estimées, et quand on est capable de définir un besoin clair, net et précis et on va à la bonne ressource, ben on est entendu. Et souvent, je pense qu'on sculpte pas assez nos projets. On arrive avec notre gros morceau à quelque part puis ils savent pas trop comment le voir. Donc, faut faire cet effort-là de le sculpter puis de montrer le bon angle à la bonne personne qui va retrouver son intérêt parce que le partenaire doit avoir un intérêt dans ce que tu fais. Alors, puis j'allais même faire des conférences sur le partenariat. J'ai développé tranquillement cette expertise-là du partenariat culturel parce que moi, les premières fois, les gens disaient « Ah, ben on va falloir qu'on aille encore quêter. » Mais j'étais là, non, on ne quête pas. C'est un échange. On t'offre quelque chose qui va te profiter pour toi et à nous. C'est un échange. J'ai quelque chose à offrir. Alors que quêter, c'est comme si tu n'avais rien à offrir puis tu demandais. Et je pense que dans les partenariats, dans le financement, cette mentalité-là est encore présente et il faut vraiment arrêter ça. Parce qu'il n'y a personne qui est gagnant. Qui va aller voir? Donne-moi de l'argent. Il n'y a personne qui va t'en donner de l'argent. Même pour les fondations, on va donner de l'argent pour une fondation. Alors, imagine pour ce qu'on est en train de faire, exact. Un podcast, peu importe, il faut que tu aies une contrepartie. Puis tu n'es pas en train de quêter, tu es en train d'offrir une opportunité à l'autre de briller dans ce que tu fais. Et ça, je trouve que ça m'a enseigné ça. Et toute ma vie, depuis ce temps, je suis très impliquée socialement, ça me sert toujours cet apprentissage-là. C'est clair. Puis tu as été combien de temps à la direction de cette école-là? 5 ans. Moi, j'ai commencé, je pense, le jour 1 pratiquement à dire, OK, ça n'a aucun maudit bon sens. On n'avait pas de fenêtre, tu sais, puis en même temps, je voyais le cégep qui voulait nous aider, mais ils nous ont offert un terrain. Tu sais, c'était déjà assez extraordinaire en plein cœur de Rivière-du-Loup. Et je suis partie après 5 ans. Tu sais, si j'étais pas... si Mario avait pas quitté la politique, je serais peut-être restée, mais pas encore si longtemps. Parce que là, ce que je me rends compte, moi, j'ai besoin de bâtir, j'ai besoin de construire. Quand c'est fait, on dirait que je suis rendue ailleurs dans ma tête. Tu sais, moi, l'école, quand on a dit, bon, OK, on commence à creuser, ben j'étais rendue ailleurs parce que je la voyais, là. C'est un défaut puis c'est une qualité. Ça peut être très, très essoufflant pour les gens autour de moi. Mais c'est stimulant. C'est vraiment stimulant. Puis, à quel moment, là, la télé est arrivée dans ta vie? Est-ce que c'est quand vous êtes déménagé de Rivière-du-Loup? OK. Donc, comment cette opportunité s'est présentée? Bien, c'est arrivé parce que on a quitté, on a acheté une maison à Saint-Bruno. Puis, moi, ça faisait, je pense, depuis l'âge de 13 ans que j'avais envie de prendre une année sabbatique, tu sais.
On comprend. Je me disais toujours, à un moment donné, il va y arriver, là, je vais pouvoir prendre mon souffle. Et j'avais dit à la famille, Mario il savait déjà ce qu'il s'en venait faire à Montréal, tout ça. Puis, tu sais, les enfants changeaient d'école. Juliette arrivait en première année, Charles en quatrième, Angela en secondaire 1. Puis j'avais dit, moi, je vais prendre mon année sabbatique, on va s'installer, on va repartir. Puis c'est dur de quitter la politique. Je veux dire, on n'était pas là, oyez, là. Je veux dire, fallait déjà en couple apprendre à vivre ensemble, là. Parce que nous, on n'avait jamais vécu les deux tout le temps ensemble, sauf l'été et tout ça. Mais il y avait quand même toute la famille avec une nouvelle routine. Puis un deuil de la famille politique qui était plus là. Quand ça comble l'essence de ta vie, ça fait une grosse différence. Et donc, moi, je m'étais dit, je vais arrêter. Puis là mes enfants disent, maman, je ne vais jamais arrêter. Mais au pire, je vais aller à la bibliothèque, je serai bibliothécaire. Puis là, mon fils, tu parles trop fort. Oublie ça, ils vont te mettre à la porte. Fait que mes enfants étaient très inquiets pour moi sur qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Et finalement, j'ai fait Tout le monde en parle avec Mario. C'était, je pense, la journée de Pâques, pratiquement. Il invite Mario parce qu'il avait quitté la politique, tout ça. Et Guy Lepage dit, j'aimerais ça que Marc-Claude soit là. Non, c'était pour la Saint-Valentin. Dans le fond, c'est drôle. Hein? Voyons. C'était pour la Saint-Valentin parce que Guy a dit, écoute, on va faire une soirée des amoureux. Yvon Deschamps est là avec Judy. François Morancy est là avec Bianca. Donc, ce serait intéressant que tu viennes avec Marc-Claude. Bon, j'ai dit, si Yvon Deschamps est là avec Judy, puis François et Bianca, moi, y aller. Et je suis arrivée là en me disant, mais qu'est-ce que je m'en viens faire ici? J'ai rien à vendre, j'ai rien à dire. Et finalement, ça a été extrêmement révélateur. Tu sais, moi, je répondais à toutes les questions avec ma franchise. Et je me souviens, après, on est allés manger ensemble. C'est une habitude qu'ils ont, à Tout le monde en parle. Et Guy Lepage me dit, toi, tu vas avoir un téléphone. Là. Si personne t'appelle, moi, je vais t'appeler. Là. Il dit, t'es fait pour être en communication. Je dis, bon, OK. Fait que là, ça a passé le dimanche. Puis là, j'étais toute seule dans mon salon. J'étais, mon Dieu, que je suis mal habillée. Mon Dieu, que je parle mal. Tu sais, moi, j'étais là. J'étais dans mon chum n'était pas là, tu sais. Et j'étais là, découragée. Tu t'analysais. Je me suranalysais. Puis j'avais l'impression d'être un ventriloque quand je parlais. J'avais jamais vu comme mes traits en bas de mon menton. En tout cas, tout ce que j'ai vu. Le lendemain matin, je suis dans le sous-sol de mon école de musique. Et il y a un producteur qui m'appelle pour faire une émission sur la consommation. Et j'étais... Faire de la télé, voyons donc, c'est un métier. Ça, j'ai pas ça, j'ai rien. Je suis quand même allée le rencontrer à Montréal et ça a donné Simplement Vedette, peut-être 1 an et demi plus tard, qui était un concept qui était parti de cette équipe-là qui m'ont de quoi t'as envie, de quoi tu veux parler. Et on l'a produit, ça a été fait à Canal Vie. Ça a duré quand même plusieurs années. Après ça, Marie-Claude Savard a repris ce concept-là. J'avais fait 52 entrevues quand même à travers ces 2 ans-là. Et à travers tout ça, il est arrivé 2 filles le matin, quelques mois après, Tout le monde en parle. Ils m'ont dit, écoute, on a un screenshot. Ça veut dire on fait des tests pour une remplaçante. Mais moi, j'étais là pour tester la remplaçante. J'étais pas du tout dans... Je dis, parfait, je vais faire ça. J'étais avec Serge Bélair. Puis nous, on challengeait comme celle qui se proposait pour être co-animatrice. Ah, c'est vrai? Et après, ils ont montré ça à un focus group. Et le focus group... disait, mais la fille qui pose des questions, elle serait bonne aussi, elle, dans cette émission-là. Donc, je suis devenue collaboratrice. Donc, Isabelle Rasco est arrivée avec Mélanie Ménard et moi, je suis devenue collaboratrice. Ils m'ont dit, tu vas peut-être faire 10, 15, 20 apparitions. Finalement, j'en ai fait 40 la première saison. Et quand ils ont passé les screen tests pour remplacer Mélanie Ménard qui quittait, moi, la veille, il y a quelqu'un qui m'a appelé, comment ça, t'es pas dans la liste? J'ai dit, moi, je suis pas capable de faire ça, être co-animatrice. Et finalement, ils m'ont demandé de le faire. Et c'est comme ça que je suis devenue co-animatrice. J'ai appris vraiment, tu sais, la première année, j'étais avec Isabelle et Mélanie. Et la deuxième année, Isabelle était toujours là. Il y avait Kim Ross, Dominique Bertrand et moi qui étions on faisait une rotation. Donc, j'ai vraiment, je trouve, bien appris cette profession-là parce que j'ai pas voulu qu'on me garoche dedans, mais... Parce que animer, là, c'est un art. Là. Ah oui. Interviewer, animer, la gestion du temps, il n'y a pas de montage. Et Isabelle a été extraordinaire avec moi, puis Mélanie Ménard aussi, c'est des filles. La première année, je devais tellement leur taper ses nerfs. Tu sais, les filles se préparaient, je jasais. Moi, j'avais rien à préparer là-dedans. J'animais pas. Tu sais, je venais parler d'un sujet que je maîtrisais, donc j'avais pas à... Et ces filles-là m'ont vraiment tout appris, puis c'est comme ça que c'est arrivé. C'est un hasard, tu sais, c'est vraiment parce que je passais à Tout le monde en parle. C'est cool. Le lendemain, là, je pense que j'avais 5 offs, là. Mais c'est fou. C'est fou. Puis pour ceux qui connaissent pas tant le domaine, peux-tu nous expliquer là, brièvement, tu sais, l'animateur, le co-animateur, la collaboratrice, c'est quoi ces rôles-là? Parce que moi, tu me dis
Collaboratrice, Ben, pardon. animateur, tu sais, dans le temps, bon, c'était Mélanie et Isabelle. Ça veut dire qu'eux autres, elles dirigent l'émission. C'est elles qui vont dire bonjour, bienvenue à Deux filles le matin, voici les invités, après la pause, parce que l'aller pause, tout a de l'air simple, mais tout est complexe. Parce que là, t'as un régisseur. Tu sais comment les gens disent, tu l'as pas laissé parler. Ouais, mais t'as un régisseur, là, qui dit, là, on s'en va à la pause, ça te donne un temps. Fait qu'il faut que tu saches dire, OK, je vais pas la lancer, il me reste 2 minutes. Tu sais, dans la tête, tout ce qui se passe quand t'animes, là, c'est fou, là, tu sais, parce que là, tu dis, moi, je peux pas y parler du suicide de son frère, il me reste 1 minute 30. Non, ça sera pas possible. OK, je vais aller à cet invité-là, mais quand je vais recommencer mon autre bloc, là, je vais m'en aller là parce que là, je vais avoir du temps pour y parler. Tu sais, c'est tout ça, là, qui roule dans ta tête. C'est ça, c'est animé. Après ça, tu as la co-animation, ou souvent dans la co-animation, comme j'ai fait pendant quelques années, où à chaque semaine, j'avais un co-animateur. La co-animation, moi, j'animais, puis mon co-animateur ne faisait pas les allées-pauses. Lui, il avait du fun, ou elle avait du fun. C'était pose des questions que tu veux, moi, je vais gérer le temps. Moi, je vais gérer, quand je vois que le sujet va tomber, je vais le relever. C'est moi, ma responsabilité est que l'émission marche, mais toi, amuse-toi. Parce que c'était bien important, je garde, tu t'en viens, on fait les 3 shows dans la même journée. Puis, moi, des fois, il y en a qui me disent « Ah, j'avais tellement de questions, j'osais pas. » Non. Quand on t'invite comme co-animateur, t'oses. Ben oui. Tu sais, c'est à moi de gérer. Finalement, t'as besoin, dans l'équipe d'animation, là, peu importe les rôles, t'as besoin de quelqu'un qui va comme poser les questions que les auditeurs se demandent, pis tout ça. Puis l'animateur, t'as pas nécessairement le temps de toujours penser à ça. Là. T'es focusé sur orchestrer. Ben oui, quand t'as 4 donc, personnes devant toi que tu veux faire parler, puis lui, tu veux le faire parler ou elle, puis là, t'as la gestion du temps. Ça fait beaucoup d'affaires. C'est ça, ça prend quelqu'un qui a la spontanéité de poser les questions qui passent par la tête, puis... Ben oui, puis là, tu disais, lâche-toi là, tu sais, je vais être à côté de toi. Puis la collaboration, ben ça t'en vient vraiment pour un mandat précis, tu sais, si par exemple, tu dis, OK, moi, j'ai envie d'avoir un portrait sur, je sais pas, les femmes en affaires. Est-ce qu'il y a une évolution au cours? Ben là, tu t'en vas là, puis t'as préparé ça, tu sais, c'est comme être chroniqueuse, mais moi, je trouvais que collaboratrice, j'avais l'impression de faire plus partie de l'équipe encore, tu sais, t'as-tu envie de collaborer? Puis il y a des fois des émissions, on me disait, ben sois là, puis dis ce que tu veux, tu sais, amuse-toi, puis ben moi, j'ai toujours aimé aussi ce côté spontané. Et, tu sais, moi aussi, je fais la distinction entre l'animation et l'entrevue. Être intervieweur, c'est une chose, être animateur, on peut être les deux, mais on peut être aussi l'un sans l'autre. Comme dans mes 2 dernières années, à la télé, dans l'émission Marie-Claude, je prenais toujours 15 minutes avec un invité au salon. Ça, c'est de l'entrevue. Je savais comme Ouvre ton jeu, c'est de l'entrevue, comme le Marie Club, c'est des entrevues où j'échange, je pose des questions à la personne, alors que l'autre, c'est que tu diriges. Tu poses des questions, mais tu diriges le trafic autour de ta table. Tu sais, l'animateur, c'est une grosse responsabilité. Fait que quand tu fais une entrevue, t'es devant la personne ou 2 personnes, mais t'es pas en train de dire faut qu'on parle de ça, de ça, de ça. T'es concentré. Ton focus est sur. Oui. L'entrevue, c'est pas la même chose que l'animation. Tu sais, tu peux animer un gala, tu feras aucune entrevue pendant que t'animes un gala. Puis toi, t'as-tu une préférence? C'est l'entrevue, clairement. L'animation, on dirait que c'est devenu assez naturel. Moi, je suis obsédée par le temps déjà. Je suis comme folle du temps. Et donc, le temps, là, des fois, mes régisseurs disaient, c'est incroyable, toi, tu l'as. OK, 2 minutes 15, parfait, je te fais 2 minutes 15. Et quand j'ai commencé mon Ouvre ton jeu, ils me disaient, veux-tu qu'on te donne du temps? Je dis, ben non, je le sais, le temps est dans ma tête. C'est déjà une folie. Au moins, ça sert à quelque chose. Passé des années c'est ça, c'est inné, à être encadré par donné. le temps, là, tu sais, à la télé. Puis, je suis curieuse de savoir un peu, parce que là, bon, t'as un podcast, puis tu fais plein d'affaires, on va y venir, tu sais. Puis, c'est nouveau, ce monde-là des médias où on a beaucoup de liberté. Mais à la télé, comment tu vois ça aujourd'hui, le fait que t'animes, t'es responsable de coordonner tout ça, mais c'est quand même, c'est-tu plus les idées des autres, tu sais, quand c'est le producteur qui décide qu'est-ce que t'as le droit de dire? Il n'y a jamais personne qui décide ce que j'ai le droit de dire. On va clarifier la chose tout de suite, là. Ça, je suis incapable. Puis je dis à tout le monde, n'acceptez jamais ça de personne de toute façon, parce qu'on est responsable de ce qui sort dans notre bouche. Puis s'il sort de quoi de tout croche, il faut l'assumer. Fait que si ça vient de quelqu'un d'autre, je sais pas comment on peut assumer ça. Est-ce que tout le monde est comme ça dans le domaine de la télé? Non. Non. Mais j'écoute les autres. Là, je travaille en équipe, mais sauf que si je suis pas d'accord, là, tu me feras jamais dire quelque chose. En télé, j'ai trouvé que par rapport, tu sais, moi qui arrivais du domaine politique ou du domaine quand même organisme à but non lucratif, business, tu sais, parce que c'est quand même des entreprises, là. J'avais l'impression que il y avait plus de peur, tu sais, plus de
c'est comme on est plus en mode séduction. Il y a quelque chose de la séduction où tu veux être vu par d'autres. Puis je pense que c'est encore plus présent chez les acteurs, actrices, tu sais. Ils veulent pas se faire oublier. Donc, c'est important quand il y a un gala, par exemple, ils vont vouloir y aller parce qu'ils savent qu'il y a des producteurs. Puis je comprends parce que dans ton salon, tu as l'impression qu'il y a personne qui te voit. Puis là, tu dis, ah oui, je l'ai vu, je l'avais oublié. On est pareil. Des fois, on écoute une émission de télé. Hey, oui, c'est vrai. J'avais oublié. On est comme ça. Donc, il y a quand même, il faut tu sais, tu te vends toi, là. Quand tu es dans les médias, c'est ta personnalité que tu vends. Donc, des fois, ben, pour avoir quelque chose, tu vas dire, mais c'est pas grave, je vais le faire pareil, puis ça va m'amener ailleurs. Moi, ma philosophie de vie étant différente, moi, je me dis, ce qui est le plus important, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Le reste, je le connais pas, puis je connais pas mon avenir. Donc, moi, je peux pas dire, je vais faire ça, parce que dans 10 ans, je veux être là. Moi, j'ai aucune... je suis pas faite pas en tout, parce que jamais j'aurais mis dans mon plan de vie de faire de la télé. Jamais. Donc, tout ce que je suis en train de vivre, je le vivrais pas. Je serais en train de vivre autre chose. Mais moi, j'ai tout le temps laissé libre cours parce que comme je suis un être mortel, je me dis, il y a tellement de choses que je contrôle pas. Fait que ce que je contrôle, c'est ce que je suis en train de faire, puis j'ai envie de le faire bien. Alors, pour moi, les gens près de moi, il faut qu'ils comprennent que dans ma tête, ça roule très, 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 très vite. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, il faut que je sois capable d'en parler. Et en même temps, j'écoute les idées des autres, mais je suis capable de m'obstiner avec les idées des autres, comme les autres doivent s'obstiner avec mes idées. Moi, les emojis, ça m'emmerde. Je le disais l'autre fois aussi dans le podcast, tout le monde saillit. Je trouve les plus jeunes, on est comme dans une génération, j'en fais pas partie, mais je regarde mes enfants, tout ça, il y a comme une génération emoji. Donc, on met des émotions avec des émoticônes. On oublie de se parler et tu sais, moi, quand je suis dans un milieu professionnel, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de te mettre un pouce en l'air. Est-ce que c'est bon? Oui, non. Parce que je le dis parce que je pense qu'il faut réfléchir aussi à cette façon d'être. Moi, c'était une recherchiste à la radio qui me disait, mais t'es-tu contente ou t'es fâchée? Ben, je dis non, tu m'as demandé une question, je t'ai dit oui. Mais c'est parce que t'as pas mis de petit emoji, là. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Là, elle dit, moi, là, je suis quasiment en train de faire de l'anxiété, là. Mais excuse-moi, j'ai jamais pensé te mettre un petit bonhomme, là, moi, à côté. Non, toi, t'es efficace, là, ça va vite. Mais tu sais, maintenant, je fais des efforts parce que je me dis, c'est vrai que quand t'écris, ça. Tu sais, ça peut sortir raide d'un texto, là. Mais dans un monde où aussi, maintenant, il y en a tellement qui les mettent que c'est vrai que là, quand tu es habitué... normal. C'est ça, quand t'es habitué de... Tout le monde te texte avec ça, là, tu sais plus. Mais ça crée de l'anxiété chez des gens, là. J'ai compris ça aussi que... T'es-tu fâché? Mais je suis pas fâchée pantoute, là. Mais des fois, tu sais, je trouve aussi que... Mon Dieu, je suis en train de bifurquer, mais... C'est parfait. Est-ce que je peux t'appeler? Là, moi, je me suis surprise plusieurs fois... à écrire cette phrase. Je sais, qu'est-ce que je fais là? Bon, pogner le téléphone, ça répond pas, là. Oui. M'a rappelé. Elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible, mais c'est tellement mieux de s'entendre. Oui, c'est efficace, les textos, là. Mais il y a des moments, là, au lieu de mettre un petit cœur, puis un petit pouce en l'air, puis des doigts en forme de cœur, on peut aussi s'appeler, puis dire comment tu vas. Puis ça n'a pas besoin d'être long, mais ça vaut beaucoup d'émoticônes, ça, beaucoup d'émojis. Ça fait que moi, je suis beaucoup dans... Ou bien il y avait les GIFs aussi, là. Il y a eu l'époque des GIFs, là. Mais ça me fait rire quand même. Mais, tu sais, si t'es fâché, tu vas pas mettre un GIF de quelqu'un de fâché. Non. C'est sûr que l'autre, il te rappelle plus. mais je trouve que quand même, il faut revenir à cet appel-là. Mais là, dans la question de départ, c'était pas ça, pas en tout. C'est la télé, mais moi, ça m'apporte à un prochain questionnement. Là, avec tout ce que tu dis, ce qu'on entend, c'est que t'es quand même une personne d'opinion, puis l'énergie que tu as en ce moment donne l'impression que t'es très sûre de toi, puis je suis curieuse de savoir, est-ce que ça a toujours été comme ça? Tout le temps. Tout le temps. J'ai tout le temps été sûre de moi. En fait, pas sûre, mais confiance. Ouais. J'ai tout le temps eu, parce que sûre, ça peut avoir l'air un peu prétentieux, puis en mode écraser les autres. Mais moi, c'est pas ça qu'on sent. C'est ça. Moi, j'ai confiance en moi. Depuis que je suis jeune, je me souviens pas de pas avoir confiance. Ben, c'est parce que j'ai jamais eu peur de l'échec. Je pense que ça change la donne quand tu dis tout ce qui peut m'arriver, c'est de me péter la gueule. Tellement. Ben oui. Et tu sais, j'ai vraiment lu une phrase tôt dans ma vie qui disait « Vaut mieux regretter ce qu'on a fait que regretter ce qu'on n'a pas fait ». Et ça m'a toujours fait beaucoup réfléchir ça. Parce que c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui me tente, si je m'étais posé bien des questions, bien des affaires, j'aurais jamais fait. Mais tu te gardes, on va le faire. Puis s'il y a un échec, ben on va le vivre.
quand on vit des échecs, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Puis on le sait, par exemple, en affaires, il faut être audacieux. Quand on est en affaires, si on prend de la place pour parler d'un produit, d'un projet, c'est parce qu'il n'existe pas ailleurs dans cette forme-là. Tu veux inventer, tu veux apporter quelque chose. Mais quand tu apportes quelque chose, tu déranges forcément d'autres choses. Tu sais. Oui. Tu prends ta place, mais il faut que tu parles un peu fort pour être entendu, pour être vu. Donc, ça se peut que tu te pètes la gueule, que toi, tu y as cru en ton produit, mais finalement, il n'y en a pas de place. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Puis il ne faut pas non plus... Tu sais, puis c'est dans les échecs, parce que j'en ai vécu des échecs, quand tu remontes de ton échec, parce que tu sais, un échec, c'est un peu plonger puis trouver un piton reset, puis là, tu dis, OK, là, c'est le temps de remonter. Puis quand tu remontes, il y a plein d'affaires que tu n'avais pas vues en descendant, que tout à coup, tu vois, et tu n'es plus tout à fait la même personne. Tu es une personne plus quand tu en ressors. Donc, quand ça va bien, on n'est pas en train de faire du travail sur soi, puis se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. C'est quand ça a mal été que tu te dis, hey, j'ai plus envie de revivre ça. Est-ce que je suis mal entourée? Est-ce que est-ce que je devrais gérer davantage mes émotions? Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on doit se poser. C'est pour ça, pour moi, l'échec, je veux pas dire qu'il faut avoir des échecs, mais il faut accepter que ça fait partie d'un parcours de vie et d'arrêter de vouloir les éviter. Parce qu'éviter des échecs, c'est passer à côté de soi. Moi, j'ai toujours cette impression-là que si j'avais eu peur, et je pense que c'est cette confiance en moi-là qui a toujours été là, qui fait que, bon, garde au pire, me refaire un petit détour d'un petit chemin de traverse, puis je reviendrai plus tard, c'est pas grave. Mais je suis tellement d'accord avec ça fait tout son sens. Puis, curieuse de savoir aussi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le monde des médias traditionnels? Qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui alors que tu t'en es un peu retiré? Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que tu parles à un paquet de monde. Tu sais, je veux dire, les premières années, c'est sûr que la clientèle s'est effritée à la télé, on le sait, tu sais, à quel point la télé est présentement un secteur d'activité pour qui c'est difficile. Mais il y avait des émissions de Deux filles le matin où on faisait 500 000 de codes d'écoute. Il y a eu des années, à tous les matins, c'était 350 000 personnes qui regardaient l'émission. Tu parles à 350 000. La télé, pour moi, c'est un lieu où on a beaucoup à se questionner parce qu'on a un pouvoir en télé. Qui on met en ondes, de quoi on parle. Moi, j'ai toujours été extrêmement prudente de ça, parce que je me disais, tu sais, des fois, j'avais des gens, moi, je veux y aller, puis tu sais, je regardais, je vois, mais c'est un métier qui existe, tu sais, quelqu'un qui voulait vendre des affaires qui m'apparaissaient limite ésotériques, là, à certains égards. Mais si on parle de ça, ça veut dire que nous, on l'approuve. Si nous, on l'approuve pas, l'équipe, parce que là, on travaille en équipe. Tu sais, en télé, c'est vraiment un lieu où c'est des grosses équipes. Et s'il y a quelqu'un dans la chaîne qui fait moins bien son travail, ça paraît. Puis si l'animateur ou l'animatrice n'est pas bien préparé, bien, c'est tout ce travail-là que tu rends mou en ondes. Tu sais, on a une méchante responsabilité, mais il reste qu'on est quand même tous interdépendants les uns des autres. Ça, j'ai beaucoup aimé ça de la télé, mais ce pouvoir-là qu'on a, il faut pas le sous-estimer. Tu sais, puis si tu acceptes de prendre cette place-là, dis-moi, tous les matins, je veux rentrer dans la télé des gens, il faut quand même qu'il y ait un ego là, pour dire ça. Ben, il faut que tu sois pertinent. Il faut que tu sois rigoureux. Et ça, en télé, on le retrouve. On le voit pas parce que ça a l'air tellement beau. Bonjour, vous allez bien ce matin? Mais on a travaillé en tabarouette pour arriver à ce bonjour-là. Puis voici les 4 invités qui vont nous parler de la dépression postpartum, par exemple. Du postpartum, mais il faut avoir trouvé ces 4 invités-là. Il faut s'assurer qu'ils ont des angles différents. Il y a énormément de travail. Donc, je retiens la rigueur de la télé. Vraiment, quand tu arrives, puis, tu sais, là, tu arrives le matin, là, tu n'as pas le droit d'être fatigué quand tu es animateur ou animatrice. Je veux dire, il y a, mettons, 30 personnes autour de toi qui attendent. Tu peux pas bâiller pendant que tu animes. Tu peux pas dire aujourd'hui, ça va être une journée moyenne, je le file pas. Moi, j'ai jamais manqué, en 14 ans, j'ai jamais manqué une émission. Mais il m'est arrivé plein d'affaires. J'ai travaillé, j'avais une pneumonie. J'ai eu 2 fois des kystes ovariens qui ont éclaté pendant que j'animais. Je veux dire, j'ai eu des affaires, là, j'étais « Oh mon Dieu! » Je viens de dire ça, je me dis « Mais coudonc! » Mais comment? Moi, c'est ça que je me dis. Moi, c'est mon côté guerrière, tu sais, je veux dire, de show. Moi, là, cette phrase-là, Céline, elle chantait ça, puis elle le disait, puis je me disais, tu sais, c'est pas Céline qui a mis c'est pas une chanson de Céline, mais je me disais, Céline en parlait souvent de « Show must go
go on. Puis j'étais là, hey, the show must go on. Oui, Ben oui. Les invités se sont déplacés, l'équipe est là. En way, prends des pilules, prends des gravoles si t'as mal au cœur, prends de l'Imodium si t'as des problèmes gastriques. Tu vas t'asseoir puis tu fais le show. Et pour moi, ça, c'était une adrénaline incroyable. Là, t'sais. Alors, la télé, cette rigueur-là, on n'en parle pas assez, je trouve. Et pourtant, tu sais, le travail d'équipe, il est fondamental. Puis il faut que ton équipe, quand t'animes, ou quand t'es leader, peu importe, faut que ton équipe croie en toi. Ça, moi, j'ai pas toujours... Il y a eu des moments où j'avais l'impression que certains membres, j'ai eu beaucoup de membres d'équipe, là, doutaient. Ça, c'est pas possible. Là, après ça, t'as l'air la poffine. Non, je m'en fous. Oui. Tu peux pas douter de moi. Parce que si tu doutes de mes capacités, je peux pas être en avant, là. Tu peux pas me remettre en question dès que je suis pas d'accord avec ta façon de faire. Mais quand t'animes, c'est plate à dire, mais il faut que les gens qui t'entourent soient d'accord avec ta façon de faire. Je pense aussi que c'est un peu de même dans tout, finalement. C'est juste que les impacts sont peut-être moins visibles dans certains domaines. C'est parce que la télé, bon, si l'équipe n'est pas alignée, ça va vite paraître, mais en entreprise aussi. Exactement. Que si t'aimes pas ton leader, va-t'en. Tu seras pas bien là, puis finalement, ça va finir par avoir un impact sur ce que vous créez, que ce soit un produit. Puis les leaders, là, les dirigeants, les dirigeantes, elles doivent le nommer. Parce que des fois, on hésite. On a peur de briser un ego. Mais c'est parce que c'est là que le doute arrive. C'est là que tu as moins confiance en toi, parce que quand tu sens pas cette confiance-là dans le regard de l'autre qui est censé te soutenir, tu te remets en doute et tu laisses un pouvoir à l'autre. S'il vient travailler avec toi alors que c'est toi qui l'as engagé, qui a mis tes conditions, t'adhères ou t'adhères pas. On n'est pas dans une secte, mais il y a quand même des philosophies. Il faut t'adhérer à la personnalité de l'autre. Sinon, ça va être une perte d'énergie et de temps là, pour les deux parties, c'est clair. On le voit dans des grandes entreprises. Des fois, il y a des gens qui disent « il a quitté », mais des fois, c'est des conflits personnels. Puis on a le droit. Puis ça, c'est la même chose dans nos amis. C'est la même chose partout dans notre vie. Mais je trouve que dans un milieu professionnel, des fois, on endure beaucoup plus. On a l'impression qu'il y a comme une obligation, puis comment je vais faire ça, mais il y a des choses qui se nomment. Parce que l'autre qui te trouve pas bonne ou pas bon, il est pas mieux, là. Il tape ses nerfs, là. Il tape ses nerfs. Moi, j'ai travaillé une fois avec une personne que je lui tapais radicalement sur les nerfs. Et là, tu viens que, tu sais plus trop sur quel pied danser. Ça fait que moi, ma solution, c'est je veux plus travailler avec cette personne-là. C'est plate à dire, mais je ne suis pas la meilleure version de moi-même, là. Je suis une version... on dirait qu'il y a des filtres. J'ai dit ça, je sais que ça va être tapé ses nerfs. Tu sais, j'entendais ces commentaires pendant que je faisais autre chose. Donc, ça c'est non, là. Mais puis est-ce que en télé, tu avais le contrôle sur cette équipe-là? Tu pouvais-tu décider, OK, cette personne-là, je la sens plus avec moi, je vais avoir une discussion oui premier, et non. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je voulais être productrice, moi. C'est ça. Parce que quand tu es producteur ou productrice, tu es en charge de l'équipe, tu engages les gens de ton équipe. Mais quand tu es animateur, animatrice, là... c'est sûr qu'avec les années, tu viens que tu as ton mot à dire, mais tu n'as pas ton mot à dire sur tout le monde quand même. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai voulu avoir un mot à dire. Et là, c'est tout le temps délicat parce que c'est OK, c'est une contrôlante. Tu sais, les femmes, il y a beaucoup de mots qui nous... Pour un homme, ça va être, hey, c'est-tu le fun, il est à son affaire. Hein? Il prend en charge. Une femme, c'est, hey boy, une germaine. Ça, c'est vrai, là. Tu sais, puis si tu parles, tu as un petit peu de trémolo. Oh mon Dieu, en plus, elle est hystérique et fatiguée. Moi, je me souviens qu'il y a un producteur à un moment donné qui m'avait dit, ouais, là, t'acceptes trop d'affaires ailleurs, là, on te sent fatigué. Alors que tous les autres animateurs avaient 18 jobs en même temps. J'étais fatiguée. M'as-tu vu bailler? À quel moment je t'ai dit que j'annulais un show parce que j'étais à bout? Il n'y avait rien. C'est juste que ça le fatiguait que je fasse d'autres choses ailleurs. Parce que pour une femme, si tu gagnes moins, c'est correct. Pour un homme, ben oui, là, accumule, là, tu vas gagner plus. Puis on sait pas quand ça passe. T'en profites quand ça passe. Mais pour une femme, ça fait pas 18 ans de ça, là. Donc, moi, je suis une féministe déjà depuis que je suis toute petite. J'ai été élevée par une mère qui était qui n'a jamais été en politique, mais qui était... tu te tiens debout, là. Ma grand-mère était déjà féministe. Elle a eu 11 enfants, puis elle disait à ses filles, « Hey, vous n'êtes pas obligés d'avoir des enfants. Vous n'êtes pas obligés de vous marier. » Tu sais, parce que sa vie a été rough, a été difficile. Et quand j'entends ça, tu sais, moi, je suis une féministe du côté des hommes. C'est-à-dire que j'aime faire les choses avec les hommes aussi. J'aurais probablement brûlé mon soutien-gorge dans les années 70 parce qu'il y avait trop à faire. Il y a beaucoup de femmes qui en ont fait beaucoup pour nous. Mais par
Par contre, je ne tolère aucun commentaire qui est associé à mon sexe dans ce que je fais. Ça, c'est non. Que ça vienne des fois d'une autre femme, parce que ça arrive aussi, ou que ça vienne d'un homme. Quand on dit à une femme « t'es fatiguée », c'est non. Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Parce mais je suis bien d'accord, on dit pas ça aux gars, mais c'est vrai qu'on dit pas on ça en parle aux quand même gars. souvent sur le podcast, puis tu sais, souvent quand on en parle, je me dis, bon, je veux pas que les gars qui nous écoutent pensent que on est inconfortable avec ça, parce que nous, on prône vraiment, en fait, l'équitabilité, là, tu sais, il y a pas de monde où ça va bien sans hommes et femmes, là, mais bref, c'est pas ça le sujet, mais je suis tellement d'accord avec toi, puis c'est vrai que des fois, on n'en parle pas assez, là, dans un certain sens. Mais c'est parce que, tu sais, on le vit différemment aujourd'hui, je pense. Tu sais, parce que là, on dirait que le féminisme, pendant un bout de temps, c'était comme t'es militante, t'es forte, tout ça. Puis là, aujourd'hui, c'est diabolisé un peu. Fait que là, nous, on aime les hommes, on veut qu'ils continuent. Mais c'est un travail d'équipe, en fait, tu sais. Exact, c'est ça, c'est un travail d'équipe. On veut que ça sente, mais en même temps, c'est vrai que, tu sais, moi, je me fais souvent dire, là, t'as beaucoup de choses, là. Est-ce que tu vas performer partout? Est-ce que tu vas être correct? Bien, je vais faire mes propres choix, puis je vais réfléchir. Je suis capable de réfléchir par moi-même. Pourquoi vous me posez cette question-là? Alors qu'un homme va dire, c'est extraordinaire, t'as 18 projets, et ça roule tes affaires. Et je me souviens, quand les enfants étaient jeunes, quand je travaillais, entre autres, au musée du Bois-Saint-Laurent, des fois, il y a des membres du conseil d'administration de certains comités qui disaient, ben, regarde, pour avoir des journées qui s'étirent, on va aller déjeuner ensemble demain à 7 heures. Ouais. J'étais là, mais moi, à 7 heures, je fais quoi avec mes enfants? J'ai fait attendre dans le char. Je fais quoi? Tu sais, mais pour moi, c'est important de dire, ça marche pas, là. Ouais. Mais je sais qu'il y a des collègues qui disaient, OK, je vais m'arranger. Et là, c'était un arranger, c'est de l'énergie, là. Puis les 7 heures du matin, t'es à bout, tu sais. Ouais. Alors, ça, c'est des petites affaires, des fois. Là, évidemment, maintenant, il y a plus de papa à la maison. Moi, c'est parce que Mario travaillait à Québec. Ben oui. On n'était pas dans la même ville la semaine. Mais il y a des choses qui paraissent subtiles. Mais se faire dire qu'on est fatigué, qu'on est émotive, oui, on est émotive. Et puis, c'est quoi la suite de ça? Ça te fait quoi que je t'émotive? On est des êtres d'émotion. Ben, à vrai dire, aujourd'hui, c'est un peu en train même de devenir un super pouvoir en entreprise, là. Ben, c'est un super pouvoir en entreprise. Il y a des études qui démontrent que la femme est de plus en plus performante en affaires parce que là, la société a besoin... On a tellement vécu d'affaires et de traumas, puis bon, c'est le même depuis toujours, mais le monde a besoin de cette connexion-là plus émotive. On veut plus un mode de direction top-down, puis où c'est froid, puis on ne demande pas comment ça va. Le monde veut plus ça. Le monde veut se faire demander comment ça va, sinon ils vont aller ailleurs. Fait que finalement, cette émotivité-là, ben, elle commence à être plus vraiment utile. Mais ça va faire du monde qui font moins de burn-out aussi. Ouais, c'est ça. Parce que faut que tu évacues à quelque part. Moi, je travaille dans un milieu chez Attraction où il y a des tables de ping-pong, il y a des 5 à 7. Moi, j'en reviens pas. Je suis OK, mais c'est pour stimuler les relations humaines. C'est pour stimuler l'après-travail. Je veux dire que ça fait que dans le travail, ben tu te parles différemment, tu comprends plus l'autre. Tu peux, quand l'autre dit ça va moyen, tu comprends ce que ça veut dire sans être obligé d'élaborer sur tes heures de travail. Mais je trouve ça, je travaille avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, puis je trouve ça beau comment... oui, on dit toujours à votre génération, entre autres, que vous vous affirmez davantage sur vous voulez avoir vos vacances, du temps pour vous, mais... Je pense que nous, on n'en a pas demandé de ça. Moi, quand j'ai été à l'université, on nous disait, quand vous allez quitter, moi, j'ai quitté en pleine crise économique, j'ai fini l'université en pleine crise économique. Première job, vous dites oui, là. Vous négociez rien parce que si vous avez une job, vous êtes déjà extrêmement chanceux. Donc, tu sais, nous, on est arrivés, là, comme la tête dans les épaules, là.
Est-ce que c'était la bonne chose? Non, mais c'était la réalité économique du moment. Et quand vous arrivez sur le marché du travail, vous affirmez, pour nous, ça fait « Hey, moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Hey, tata. » Mais en même temps, est-ce que c'était correct ce qu'on avait? Je pense que la réponse est non. Mais non, c'était intense, là. Nous, on se faisait dire « Faut que tu fasses un 12 heures puis t'attendes les clients. » Tu sais, mais aujourd'hui, tu peux pas attendre 12 heures. Là. Il y a les médias sociaux, il y a d'autres choses, puis il y a des gens qui restent stickés là-dedans, mais ils perdent tout, là. En restant comme ça, puis en restant fermé. Fait qu'il faut s'adapter aux besoins du moment. Puis comme tu le dis, c'est plus qu'on est capable de s'exprimer avec nos émotions, ce qu'on est comme humain, bien, mieux on sera dans notre entreprise, dans notre lieu de travail. Et pour l'employeur, tu sais, la rétention des employés passe d'abord par le bien-être de ton employé. Totalement de ça aujourd'hui, totalement. Surtout là, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit. Si un employé n'est pas mieux chez toi, il va aller ailleurs. Là. C'est aussi simple que ça. Fait que clairement, c'est très d'actualité, cette transition. Puis moi, il y a une chose que je voulais vous parler aussi. Tu sais, quand on dit le bien-être, mais il y a quelque chose des fois qui manque. Puis pour moi, c'est important, c'est la direction. Je trouve que des fois, on oublie qu'il faut donner une direction à ses équipes en milieu de travail. Tu sais, des fois, on va faire des propositions, mais les gens ont besoin de leaders. Ça, on le voit même dans notre société au niveau gouvernemental. Des fois, on doute de nos leaders, puis on dit, OK, on paye de l'impôt. Pourquoi? Tu sais, on remet en question parce qu'on ne croit pas nécessairement à la tête. Mais dans une entreprise, même quand on est en sous-comité ou peu importe, de donner une direction claire, nette et précise, ça fait en sorte que l'employé a envie de suivre ce chemin-là. Mais quand on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va, tu dis, je peux débarquer n'importe quand puis aller ailleurs, tu ne te sens pas investi. Je trouve qu'il faut se responsabiliser davantage les gens qui travaillent. Tu sais, il y a une différence entre donner des tâches et donner des responsabilités. Et je crois que maintenant, nos jeunes ont besoin d'être responsabilisés, de leur donner une responsabilité de si tu quittes, tu veux dire, et quand tu as des tâches, c'est que tu peux quitter n'importe quand. Exact. Responsabilité, tu laisses tomber une responsabilité. C'est plus lourd. Et quand tu as une direction, tu sais où tu t'en vas, puis tu as un bon leader. Je veux dire, c'est déjà beaucoup en entreprise. Puis parlant de direction au sens plus large, là, tu as pris une nouvelle direction dans ta carrière, justement, avec ton balado, puis tu as d'autres projets qui sont en cours présentement. Donc, parlons un peu de ça. Comment ce changement-là est venu, puis comment tu trouves ça jusqu'à date? Là, tu nous en as parlé un peu au début, là, t'es libre. Ah, mais je m'en allais dire une liberté. J'ai eu 55 ans, c'est ma liberté 55. C'est mon podcast, Ouvre ton jeu. Ben, c'est absolument ça, parce que, tu sais, moi, avec le Ouvre ton jeu, mais on savait pas où est-ce que ça allait nous mener, là, cette affaire-là. Tu sais, on s'est dit, bon, ben, on aimerait ça. Moi, je voulais faire un podcast. J'en avais fait un pendant la pandémie qui s'appelait 2 filles en quarantaine. Je le faisais de mon walk-in. On en a fait vraiment beaucoup, là, tu sais, peut-être 80, là, dans cette période-là. Et avec tout du monde à la maison. Tu sais, ça donnait des drôles de conversations, là, vraiment très personnel, très inattendu. Et là, ben j'avais beaucoup aimé cette intimité-là, mais j'avais pas les invités avec moi. Et là moi, j'ai dit à mon équipe, écoutez, on peut pas faire un podcast où je fais tout simplement des entrevues. Il faut avoir une direction. Il faut trouver une couleur, une personnalité à ce qu'on va faire. Pour des entrevues, j'en ai fait, puis je vais dire quoi à tout le monde, tu sais. Et finalement, tu sais, je leur disais, moi, je suis allée dans le sud, puis il y a quelques années, puis on avait un jeu, on pigeait des questions, puis là, on a pleuré toute la soirée, puis Et là, j'ai quelqu'un d'autre, Marie-Christine, qui avec moi, elle dit, ben, on pourrait faire, tu sais, des questions, mais mettons, un joker. T'es pas obligé de répondre. Puis là, on pourrait mettre des couleurs comme ça, il y en aurait des plus intenses. Tu sais, on a développé ça en 2 heures, là, Ouvre ton jeu. Après ça, ben, Clémence, avec qui je travaillais, elle dit, OK, mais ça va ressembler à quoi tes cartes? Genre, mais moi, j'ai un coffre qui est fait en forme de livre un peu marocain, là. Ça pourrait être ça, les cartes. Je montre mon coffre. Fait que la graphiste a fait des cartes exactement comme ça. Tu sais, après ça, on nous a proposé un logo et ça s'est fait peut-être en 2 semaines, le concept. Et après ça, ben là, il fallait penser aux questions en fonction des invités. Tu sais, au début, c'était pas si clair, les vertes, les jaunes, les rouges, les mauves. Tu sais, c'est bien beau, t'as un concept, mais faut-tu le vivre, le concept, là, pour... Faut-tu le vivre, puis là, toi, tu dois le répéter, faut que ça s'explique vite aussi. Oui. Puis j'étais allée faire Tout le monde en parle, puis je disais ça, ben que j'allais avoir un podcast. Puis là, Laurent Paquin était là avec Normand D'Amour. Puis les deux m'ont dit, hey, t'as besoin de cobaye, on est là. Fait que mon premier, ça a été Laurent Paquin, puis le deuxième, ça a été Normand D'Amour. Mais on avait fait un premier avec Shirley Théroux,
qui a jamais passé. C'était vraiment du travail là, qu'on faisait avec elle. On l'a essayé avec elle. Et après, on s'est dit, OK, on l'a. Ah, mais c'est un tellement bon concept, c'est fou. Moi, elle m'a fait pleurer. Je veux dire, on était dans tous nos états, moi puis Shirley, puis j'ai dit, OK, on n'a pas à faire autre chose, là. On va arrêter de chercher, là. On l'a trouvé. On va le raffiner avec le temps. Puis finalement, tu sais, il y en a... Le plus long a duré 2h37 avec Benoît Brière, puis le plus court a peut-être duré 1h15 avec Michel Richard. Mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas... Et ça, c'est le secret, tu sais. Tu commences avec ton café ou ton verre d'eau, puis tu sais pas quand ça va finir. Ta direction t'amène à la fin, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis... Qu'est-ce que tu trouves le plus précieux à travers ce processus-là? Tu sais, est-ce que c'est la fibre comme entrepreneuriale qui s'est établie, puis la liberté que tu as, ou c'est la connexion que tu vis de pouvoir diverger? Diverger. Pas diverger, là, mais tu sais, dans le sens que t'as pas de time frame, là. Tu sais, tu peux... La liberté de temps d'expression. On dirait freestyle, là. Oui, vraiment, là. Je me suis perdue dans mes mots. Mais c'est tout ça. En fait, c'est tout ça parce que je me sens libre aussi dans ma gestion. Parce que ce qu'on est en train de développer, une plateforme numérique payante qu'on a mis en place en novembre, mais... On travaille dessus avec... Tu vois, on a plusieurs centaines d'abonnés présentement, puis c'est comme mes pionnières. C'est beaucoup des femmes. Fait que là, je fais des causeries avec elles. Là, elles se branchent, là, je les vois. Puis là, bon, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? De quoi vous avez envie de parler? Je vous dire comment j'aime ça, parce que l'idée derrière tout ça, c'était de sortir les gens de l'isolement. Puis, tu sais, on peut être isolé parce qu'on est seul, mais on peut être isolé dans une maison où il y a un brouhaha, puis on se sent pas écouté. Ouais. Tu sais, et ce que je voulais créer, c'est comme une pièce... un safe zone, une pièce sécuritaire où quand tu arrives dans le Marie Club, tu as ton journal intime où tu peux écrire toutes tes affaires parce qu'on a des ateliers d'à peu près une demi-heure. On en met 3 ou 4 par semaine. Mais chaque atelier a sa page dans le journal et tu peux écrire tout ce que tu veux. Et tu as aussi en dessous de chaque atelier une boîte d'échange. Et là, tu échanges avec les gens. Puis là, j'arrête pas de leur dire quand je leur parle, obstinez-vous un peu, là, tu sais, parlez-vous. Parce que c'est quelque chose de mettre en place une communauté. On a un club de lecture. C'est comme le club de lecture va évoluer aussi au fil du temps. Tu sais, j'étais avec Maude Guérin, avec Sophie Préjean, avec Guylaine Tremblay, et c'est les 3 aussi qui animent avec moi les différents ateliers. Donc, je suis pas toute seule à tout faire. J'ai ces 3 filles-là avec moi, puis j'ai plein d'autres filles qui m'ont appelé. T'as pas pensé à moi? Pourquoi? Là, j'étais, mais là, c'est parce que, tu sais, il fallait commencer, puis éventuellement, on va penser à vous. Parce que pour moi, le Marie Club, c'est une première boutique qu'on a ouverte dans le marieclaude.com, mais j'aimerais avoir d'autres boutiques dans mon centre commercial, si on veut. Donc, ça apporte beaucoup de liberté, mais c'est surtout un objectif de parler au monde. C'est ce que je faisais en télé. Puis là, je trouve qu'avec le numérique, on peut encore aller plus loin. On a moins de monde en même temps, mais on peut aller plus loin, puis il n'y a pas de frontières. Tu sais, moi, j'ai des gens du Japon qui nous regardent, on a des gens de la France, des gens de la Belgique. Des fois, c'est des Québécois qui sont expatriés, ou encore, il y a des Français qui... tu sais, comme là, je suis toute énervée parce que Christophe Maé, le chanteur, s'en vient l'enregistrer au mois de mars. Wow. Fait que ça, tu sais, je suis bien énervée. J'ai eu Éric Emmanuel Schmitt, qui est quand même un des plus grands écrivains presque de notre ère, qui était devant moi dans le podcast. Donc, et en même temps, tu sais, Nathalie Simard, j'ai vécu quelque chose avec. Alicia m'a fait, tu sais, je suis dans toutes les sphères, toutes les zones. Moi, j'ai déjà pas de préjugés d'avance. Donc, de rencontrer quelqu'un puis de dire, OK, raconte-moi tout, il y aura pas de tabou. On va en parler ensemble. Puis tu sais, je faisais une émission de télé il y a quelque temps dans les médias, puis l'animatrice Marie-Louise Arsenault me disait, mais tu sais, Alicia m'a fait, elle t'a parlé de l'avortement, là. C'était-tu nécessaire? Ben, si elle avait envie d'en parler, oui. Ça fait partie de son histoire. Ça veut me raconter son histoire. Il n'y en a pas de tabou. Tu sais, des fois, on se fait des propres tabous. L'avortement, c'est un geste qui est légal. Tu t'en vas pas dans un souterrain. Ça fait partie de la vie de plusieurs femmes. Et on n'en parle pas parce qu'effectivement, il y a un tabou. Alors, quand une d'entre elles décide d'en parler, je me dis, ça fait du bien à plusieurs autres. Vraiment, oui. Puis, ce que je trouve beau dans ton concept, c'est à quel point c'est authentique, puis tu le fais pour des belles raisons, puis c'est ça que les invités doivent ressentir. Puis, tu sais, moi, je pense vraiment que dans la vie, on est tous des personnes à part entière, puis on est différents, mais ta vérité est aussi valide que la mienne, puis ta réalité est aussi valide que la mienne. Donc, ce que je trouve beau, c'est que toi, t'incarnes vraiment ça. Tu sais, peut-être que t'aurais une opinion X par rapport à un sujet, tu vas interviewer quelqu'un qui a une opinion différente, mais
l'opinion est tout aussi la bienvenue, tu sais, puis on veut l'entendre pareil. Puis je pense que c'est un peu ça le concept, c'est ça qui se ressent. Tu sais, t'es tellement ouverte en les écoutant. En tout cas, moi, j'en ai écouté quelques-uns. Moi, je pleure tout le temps quand je Mais c'est émouvant, là. Mon fils, il sait que je t'écoute, puis il est comme « Oh, maman, t'écoutes la madame, hein? » Il dit toujours ça quand tu pleures. Ah oui! Là, je suis dans le divan, puis là, mettons, je fais à souper ou quelque chose, comme « Oh, t'écoutes la madame, hein? » Puis là, je dis « Oui, James, j'ai les yeux un petit peu dans l'eau. » Mais c'est parce que on peut se reconnaître en chacune des personnes aussi. Puis je pense que ça finit par créer une espèce de connexion puis une vraie communauté. Puis je pense que ça, c'est le fil conducteur, parce que j'essayais de mettre des mots sur ton fil conducteur de carrière, puis c'est ça, c'est le sentiment de communauté. Autant en politique qu'en télé, ta gang, que là, ton podcast, mais là, c'est comme ta communauté, puis sa sauce. Tu sais, c'est comme tout le monde, là, est à ta couleur, puis là, tu décides de qui entre, qui sort, puis les gens qui viennent vers toi doivent être libres, puis doivent être sans jugement. C'est comme une barrière à l'entrée, j'ai l'impression, pour faire partie du Marie Club, là. Ah oui, oui, oui. Moi, les tabous, là, ça m'emmerde complètement. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, Jeannette Bertrand n'a pas de tabou, puis elle va avoir 99 ans, là. Je veux dire, on a une leçon à retirer de ça, quand même, là. Tu sais, elle a écrit un livre il y a quelques années sur la fluidité des genres, la bisexualité, après ça, la violence chez les hommes, où elle n'était pas en train nécessairement de leur taper dessus, mais de dire, il faudrait peut-être les écouter, il faudrait peut-être qu'il y ait des groupes d'hommes. Je me souviens, j'ai fait une émission avec elle là-dessus, puis on avait des responsables de groupes d'hommes, puis c'est une émission qui a marché. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Puis elle nous fait encore la leçon parce qu'elle n'a jamais eu de tabou, puis Jeannette a cette curiosité-là, puis moi, pour moi, c'est comme un mentor, Jeannette, là, puis j'en reviens pas que je la connaisse puis qu'elle sache mon prénom, tu sais, pour moi, c'est aïe, Jeannette, ça me voit assez mon nom, je veux dire, jamais, tu sais, pour moi, c'est comme quelqu'un de mythique. Elle est vivante, mais pour moi, c'est déjà un mythe, Jeannette Bertrand. Et moi, je retiens ça d'elle, parce que dès qu'on a déjà un préjugé, un tabou, l'autre va arrêter. Il le voit dans nos yeux. C'est terminé. Il va dire, OK, c'est fini. J'ai plus d'écoute, parce que ça paraît quand tu vas là, tu sais. Puis à quoi bon? Tu sais, si la personne est en train de te juger, tu te fermes. Tu sais, souvent, c'est inconscient, probablement. Tu sais, l'énergie, là, ça circule. Là, fait que là, c'est comme, oh, c'est coupé. Les personnes vont reculer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Absolument. Alors que, tu sais, moi, puis tu sais, ils sont libres, ils peuvent sacrer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ça les engage eux. Moi, je vais jamais dire à quelqu'un, t'as pas le droit de sacrer ici, là. Ça t'appartient. Puis après ça, les gens disent, ah oui, mais t'as sacré. Ben oui, il a sacré. Moi, je me souviens, j'avais fait une émission, j'avais fait un sac, c'est une émission comme cachée, là, puis il y a des dames qui me disent, est-ce que tu sais que t'as sacré? Ben oui, je le sais, ça a sorti de ma bouche. Je veux dire, et puis, après, là, une fois que tu m'as dit ça, on s'en va où, là? Ça, je veux dire, je réclame aussi cette acceptation-là de ce que je suis. Je l'accepte des autres, mais j'ai envie aussi de le recevoir, cette acceptation-là. Tu sais, moi, je réponds des fois, il y a des gens, mais j'ai pas de mauvais messages, mais je le sais que des fois, tu sais, comme là, j'ai fait une photo là, en lingerie. Bon, je dis ça, puis j'en reviens pas que j'ai encore fait ça, mais tu sais, mettons, on a eu 3000 commentaires hyper positifs, mais il y en a eu quelques-uns. Voyons, c'est-tu nécessaire? C'est même pas beau à regarder, mais je t'ai qu'à pas regarder. Mais c'est ça. On vient faire le tour, là. Pourquoi tu me le dis? Regarde-le pas, là. En plus de t'écœurer, comme tu me le dis, tu prends du temps pour moi. Non, c'est pas nécessaire. Tu sais, à la télé, moi, je dis aux gens, hey, la vie est trop courte, faites-vous pas chier, changez de poste. Ben oui. Puis là, ben, il n'y a plus de réponse. Je veux dire, c'est ça aussi, là. C'est comme, pas obligé de plaire à tous, sauf que t'as pas à me juger dans ce que je suis. C'est tout. Wow. Moi, je trouve ça vraiment admirable chez toi. Puis je sais pas à quel point t'en es consciente, mais c'est vraiment précieux, cette force-là, cette capacité, en fait, que t'as à mettre tout le monde sur le même piédestal. Puis je crois que d'une génération à l'autre, on a des petits blocages parfois. Des préjugés, puis même si on vit tous dans la même société, on fait face aux mêmes enjeux de société, justement, mais c'est comme si des fois telle génération est même pas capable de comprendre la position d'une génération plus jeune ou plus âgée, alors que la réalité étant qu'on deal avec les mêmes choses. Pourquoi on n'essaie pas de connecter puis d'en parler tous ensemble? Puis c'est ce que tu fais. Je trouve ça trop beau. Merci. C'est un grand compliment que tu me fais, Chloé, parce que, tu sais, je trouve que, mettons, sur le plan économique, quand tu vas dire, OK, il y avait les boomers, les X, ça, c'est comme pour mettre des chiffres dans des cases, bon. Mais dans la vie, là, sur le plancher des vaches, là, moi, je parle pas à des boomers, puis des X, puis des Y, puis des Z, là. Je parle à du monde. Tu
sais, quand je parle à mes enfants, je leur dis pas, hey, vous autres, tu sais, telle génération. Et puis ils me disent pas, hey, toi, maman, là, la génération. Tu sais, on se parle pas comme ça, mais des fois, on s'obstine sur notre vision. Tu sais, moi, ma plus jeune a grandi avec les réseaux sociaux. Ma plus jeune ne fait qu'écouter des podcasts. Elle écoute pas la télé. Ma plus vieille, elle, c'est un hybride parce qu'elle a 27 ans, elle est plus vieille. Fait que déjà, tu vois, mais ce qui est le fun, c'est de tout mettre ça ensemble, de brasser ça. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert TikTok, c'était avec Ouvre ton jeu. Parce que pour moi, TikTok, tu faisais des petites vidéos drôles, puis moi, je me mets sur un TikTok pendant la pandémie, ça m'a quasiment sauvée. Je riais aux éclats. Mais j'ai compris qu'avec Ouvre ton jeu, nos jeunes ont peut-être délaissé la télé. En fait, ils ne ont pas délaissé, ils n'ont jamais été à la télé. C'est pas un médium qui leur convient, sont déjà dans le numérique depuis longtemps, mais ils veulent du contenu. C'est comme si les plus vieux ont beaucoup associé, ils sont pas à la télé, donc il n'y a rien qui les intéresse. C'est faux. Ils sont pas à la télé parce que ça ne leur convient pas dans leur mode de vie. Ils ont autre chose. Et dans les autres alternatives, parce que celui de notre Reel qui a eu le plus de vues sur TikTok, c'est Jeannette Bertrand qui nous parle de sa vision de sa propre mort. On s'entend que c'est pas le public cible de TikTok, Jeannette, puis le contenu, là, parler de la mort, mais parce que c'est du contenu. Et tous ceux qui ont marché le plus, c'est vraiment des gens qui sont arrivés en parlant, par exemple, d'anxiété, parler avec des enjeux réels et les gens se reconnaissent. Donc, les jeunes, puis tu sais, la moyenne d'âge qu'on a sur TikTok, c'est 32 ans et je crois profondément que les jeunes veulent du contenu. Il faut arrêter de mettre des étiquettes partout, même avec notre catégorie d'âge, notre grosseur, notre culture, d'où on vient, notre sexe, on devrait arrêter. Tu sais, on parle beaucoup d'inclusion, mais c'est drôle parce que on parle d'inclusion et en même temps, on n'arrête pas de faire de l'exclusion dans notre façon. Ouais, mais toi, on sait bien, là, c'est un boomer, tu sais. Ouais. J'entends ça souvent. Ouais, mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des différences, mais elles viennent d'où? Tu sais, moi, j'ai toute ma théorie sur les enfants du divorce aussi, où quand tu apprends déjà à négocier très tôt entre ton père et ta mère, ou entre tes deux mères ou tes deux pères, peu importe, tu as quelque chose qu'un enfant qui est dans une famille nucléaire a déjà pas à dire quelles vacances, où est-ce que je vais, faut que je m'habitue à la nouvelle conjointe, au nouveau conjoint. Là, présentement, j'ai un demi-frère ou un frère que j'ai... Tu sais, il y a beaucoup d'adaptations quand tu es un enfant du divorce. Puis je trouve que ces jeunes-là, quand ils arrivent sur le marché du travail, moi, je les reconnais parce qu'ils sont déjà habitués de négocier. Et ça, on n'en parle pas, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Tu sais, peut-être quelqu'un, un psychologue, dirait, mais qu'est-ce que tu dis? Je le prends sur moi. Mais ça, c'est des réalités. Donc, est-ce que c'est générationnel? Non. C'est humain ce que tu es en train de vivre. Toi, tous les dimanches, tu fais ta valise, tu t'en vas ailleurs. Alors que l'autre qui reste à la maison, qui ne fait jamais sa valise, t'as pas la même conception je trouve déjà de l'adaptation. Tu dois t'adapter plus, tu dois négocier différemment. Ça fait que je trouve que ça fait des jeunes qui arrivent puis on dirait qu'ils ont déjà presque, pas une carapace, mais c'est comme amène-en, je suis habituée. Mais c'est quand même vrai, là. Moi, je le vois dans l'équipe, là, au salon, puis c'est ça. Les filles qui ont négocié dans leur vie ou qui ont changé beaucoup de place ou de parcours, qui ont essayé des choses, il y a une différence dans leur manière d'approcher les choses ou de demander. Oui, tu sais, l'expérience, le temps, l'âge dans la vie, c'est pas tout, tu sais. Puis tu peux être super jeune puis avoir vécu beaucoup de défis qui t'amènent à un point où t'incarnes l'âge d'une personne beaucoup plus âgée. Absolument. Ben oui. Mais t'as raison, tu sais. Mais comme toi, là, on peut le nommer, là, on peut le dire, là, c'est toi 100% là, dans non, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, tu sais. Puis des fois, c'est plate. En tout cas, moi, je parle jamais de mon âge sur le podcast parce que qu'est-ce que ça change? Ça change quoi de savoir j'ai quel âge puis que je suis plus jeune, je suis plus vieille, peu importe. C'est ce que je dis, c'est les propos que j'exprime, c'est mon expérience, mon petit vécu. Mais c'est ça l'inclusion, pour moi. Mm-hmm. C'est parce que c'est vrai, si tu dis ton âge, mais tu sais, comme moi, là, en télé, j'étais comme trop vieille, là. Parce que c'était 24, 54, là, j'avais 54. Fait que là, si t'as 55 ans, tu parles plus à... Tu sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment injuste.
Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit, attends une minute. Quand c'est moi qui va décider, l'âge n'aura pas d'importance. Moi, je travaille, tu vois, mon Jean-Philippe, avec qui je travaille, je l'ai connu, il était stagiaire à Deux filles le matin, il y a 11 ans. Il n'a pas toujours travaillé. Il était infidèle. Il m'a quitté, il est revenu. Et là, il est revenu et il a 32 ans. Et on trippe, là, tu sais, on parle de Big Brother ensemble. Mais là, tu as écouté hier, OK, tu sais, je veux dire, on trippe dans le travail. C'est un gars qui a une grande profondeur, qui a beaucoup de contenu, qui me dit, on devrait parler de ça. Puis des fois, il me rappelle, il dit, nous autres, les jeunes, on veut du contenu. Tu sais, des fois, là, j'aime travailler avec toutes les générations. Je veux pas juste travailler avec du monde de 32 ans. Je veux travailler avec du monde de 20 ans, avec du monde de 70 ans, du monde de 80, du monde comme Jeannette. Parce que là, t'as comme, tu sais, là, je vais faire vraiment ésotérique. Il y a l'arc-en-ciel de la vie. Ben, ça serait pas quand même. Par exemple, t'as tellement raison, Marie-Claude. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était super pertinent. Vraiment. Ça a passé trop vite. Puis on a adoré te recevoir. Puis sincèrement, merci de faire ce que tu fais. C'est précieux. Moi, je trouve ça beau. Puis on a hâte de continuer à te voir aller dans tous tes beaux projets. Ben bravo, les filles. J'adore. Merci beaucoup, Chloé et Camille. J'ai vraiment aimé ça, être avec vous aujourd'hui. Vous êtes super brillantes. Très contente. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.